Tu as 3 jours pour quitter la maison. Ma sœur Emma a souri avec suffisance de l'autre côté de la table. Maman et papa ont juste regardé en silence. Je n'ai pas bronché. J'ai sorti les titres de propriété de mon sac et je les ai posés à côté de mon assiette intacte. En fait, dis-je d'une voix calme mais tranchante, vous avez tous 24 heures. Leurs fourchettes sont tombées. Le sourire suffisant d'Emma s'est estompé. Cela aurait dû être un paisible dîner du dimanche. Poulet au romarin, purée de pommes de terre, et la lumière du feu dansant sur les murs. Mais dans ma famille, la trahison arrivait toujours vêtue de politesse. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils chuchotaient à huis clos, je m'étais préparée. Pendant qu'ils complotaient, j'avais des reçus. Et pendant qu'ils complotaient pour me chasser, j'avais tranquillement construit les murs légaux qui les garderaient à l'extérieur. Cette nuit-là n'était pas seulement la fin d'un repas, c'était le début d'un règlement de compte. Il y a 3 ans, cette maison était à quelques jours de la saisie. Papa avait perdu la plupart de sa retraite dans un mauvais plan d'investissement, et les factures médicales de maman s'étaient accumulées plus haut que le plafond de la cuisine. Emma, elle était au Colorado vivant son rêve d'influenceuse de yoga, publiant des photos de Bali pendant que je raclais les fonds de tiroir pour payer la facture de gaz. Je ne leur ai jamais dit à quel point nous étions proches de tout perdre. J'ai simplement agi. J'ai refinancé l'hypothèque à mon nom, j'ai contracté un prêt commercial en utilisant mes revenus de conceptrice indépendante comme garantie. J'ai travaillé 60 heures par semaine depuis la petite chambre d'amis m'endormant souvent à côté de feuilles de calcul et d'avis de retard. Ils n'ont pas demandé comment les factures étaient repayées. Ils ont simplement remercié Dieu que les lettres de saisie aient cessé d'arriver. Et je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient parce que je ne le faisais pas pour les applaudissements. Je le faisais parce que cette maison contenait chaque souvenir qui me semblait encore réel. Le papier peint à fleurs que maman a choisi en 1998. La marque de brûlure sur la terrasse des feux d'artifice que papa nous a laissé allumer un 4 juillet imprudent. Même la 3e marche qui craque, celle qui me trahissait toujours, lors de mes raids nocturnes au réfrigérateur. Cet endroit était ma maison pas seulement en briques et en poutres, mais dans le sang. Je me souviens du jour où l'acte de propriété a été transféré à mon nom. Maman et papa l'ont signé au bureau de l'avocat, les mains tremblantes. « Êtes-vous sûr ?» a demandé l'avocat. Papa a hoché la tête. C'est la seule façon pour nous de survivre à ça. J'étais calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, je sentais le poids écrasant d'un héritage sans célébration. Responsabilité, pas privilège. Le soir même, Emma a appelé pour la première fois en des mois. Non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se vanter de sa nouvelle Jeep et de la façon dont son petit ami l'avait demandé en mariage avec une bague en saphir. Je ne lui ai pas parlé de la maison, ni de la dette, ni du fait que j'avais mangé des ramen instantanés pendant 3 jours d'affilée. Elle s'en serait fichue. Ou pire, elle aurait trouvé un moyen de le déformer en quelque chose de laid comme elle l'a toujours fait. En grandissant, Emma était l'enfant en or, la pom-pom girl, vedette la major de sa promotion, la petite princesse de papa. J'étais la discrète celle qui ne demandait jamais grand-chose. Et parce que je n'ai jamais rien exigé, ils ont oublié d'offrir. Mais je me souvenais de tout. Chaque anniversaire manqué, chaque appel téléphonique d'urgence qu'elle a ignoré, chaque fois que maman disait « Elle est juste occupée, chérie, ne sois pas jalouse ». Je n'étais pas jalouse, j'étais épuisée. Alors, quand Emma est revenue dans cette maison il y a 2 semaines, avec ses cheveux parfaitement lissés, ses bagages monogrammés et ce même sourire condescendant, j'ai su que quelque chose se préparait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à la facilité avec laquelle ils se rangeraient tous derrière elle à nouveau. Emma est revenue comme si elle n'était jamais partie. Elle a franchi la porte d'entrée comme si elle était propriétaire des lieux, laissant tomber son sac de voyage de créateur sur le parquet et envoyant un baiser en l'air à maman comme si elle brunchait à Manhattan. Papa a levé les yeux du canapé et tout son visage s'est illuminé comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Ma citrouille », a-t-il murmuré. J'étais debout dans l'embrasure de la cuisine, le torchon encore à la main, observant la performance se dérouler. Elle ne m'a pas remarqué. Pas même un hochement de tête, pas un regard. Plus tard, j'apprendrai qu'elle leur avait envoyé un SMS, des semaines auparavant, demandant si elle pouvait rester un moment pendant qu'elle réglait ses affaires. Elle avait quitté son fiancé.
Il s'est avéré qu'il l'avait trompée. Ou peut-être que c'était elle, selon la version qu'elle a racontée. Elle reconstruisait sa vie, a-t-elle dit. Alors naturellement, elle est venue ici au seul endroit où elle n'a jamais levé le petit doigt pour le préserver. Au dîner ce soir-là, elle parlait plus fort que tout le monde, dominait la conversation, riait trop fort de ses propres histoires, buvait du vin comme de l'eau. Maman s'accrochait à chaque mot. Papa hochait la tête comme s'il était toujours son seul public. Et quand j'ai apporté le dessert, une tarte au citron maison, leur préférée Emma a ricané. « Tu joues toujours à la petite maison, hein, Evie ?» C'était une petite pique, mais elle a atterri comme une dague. Elle n'a jamais rien dit d'ouvertement cruel. Emma était trop raffinée pour ça. Non, ses armes étaient des plus subtiles, des compliments à double sens, des rejets d'une syllabe, des comparaisons trop désinvoltes pour être involontaires. Et pourtant, ça a fonctionné. En quelques jours, maman et papa ont recommencé à suivre de vieux rythmes. Emma dormait dans la chambre principale. Je restais dans la chambre d'amis, la même que j'avais transformée en bureau à domicile, après des mois à vivre comme une locataire dans ma propre maison. Emma a juste besoin d'espace pour guérir, a dit maman doucement un matin. Ne rends pas les choses tendues, a ajouté papa sans lever les yeux de son café. Tendu, ce mot encore. Apparemment exister était tendu. Payer les factures tendues. Essayer de maintenir des limites tendues. Mais Emma, se pavanant en robe de soie et ignorant chaque corvée partagée totalement acceptable. Je me suis tue pendant un moment, jusqu'à ce que je les entende chuchoter sur le porche un soir. Elle a toujours été si rigide, a dit Emma. Elle est fatiguée, a répondu maman. Et tu sais, Evelyne, elle s'accroche aux choses. Je pense juste qu'il est peut-être temps qu'elle grandisse et passe à autre chose. Peut-être qu'elle devrait trouver son propre logement. Il ne savait pas que j'étais debout, juste à l'intérieur de la porte moustiquaire. Et je n'ai rien dit à ce moment-là. Mais à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas temporaire. Emma n'était pas revenue à la maison pour guérir. Elle était venue pour récupérer. Et maman et papa étaient prêts à la laisser faire. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. C'est le propre de l'érosion. C'est lent, silencieux, presque doux, jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveilliez et réalisiez que les fondations ont disparu sous vos pieds. D'abord, il y a eu les petites choses. Maman a cessé de demander si je voulais du café le matin. Papa a laissé le courrier non ouvert sur la table du couloir du courrier à mon nom. Emma a déplacé mes affaires dans la cuisine, a réorganisé l'étagère à épices que j'avais organisée, a ri de son désordre d'avant. Personne ne m'a demandé. Puis sont venues les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Les regards entre eux fugaces, mais indubitables. J'ai commencé à me sentir comme une invitée, comme si j'étais entrée dans la maison de quelqu'un d'autre et que j'avais abusé de son hospitalité. Un soir, je suis entrée dans le salon et je les ai trouvés assis ensemble sur le canapé, des verres de vin, à la main, le feu crépitant. Emma leur parlait d'un cours d'immobilier qu'elle avait suivi en ligne. « Je pense qu'il serait intelligent de réduire la taille à terme », a-t-elle dit nonchalamment. Peut-être même vendre la maison tant qu'elle est encore en bon état. Prendre un condo quelque part de plus calme. Cet endroit est tout simplement trop grand pour Evelyne seule. Je suis restée là dans l'embrasure de la porte figée. Ils ne m'ont même pas remarqué. J'ai quitté la pièce sans un mot et j'ai fermé doucement la porte de la chambre d'amis derrière moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier intitulé « Documents de propriété ». Acte de propriété, transfert de titre, refinancement hypothécaire, reçu d'impôt, note du conseil juridique. Mon nom, ma responsabilité, ma maison. Mais cela ne semblait plus avoir d'importance, car d'une manière ou d'une autre, à leurs yeux, Emma était toujours le centre de gravité, celle autour de laquelle ils tournaient. Peu importe depuis combien de temps elle était partie, peu importe le peu qu'elle avait donné en retour, elle n'avait pas gagné leur loyauté. Elle l'avait héritée. Et moi, j'ai dû acheter la mienne mois après mois, dollar par dollar. Et même alors, c'était conditionnel. Tant que j'étais utile, tant que je restais silencieuse, tant que je ne remettais pas en question le mythe familial selon lequel Emma était le soleil et moi l'ombre. J'ai commencé à fermer ma chambre à clé. Non par peur, mais par quelque chose de pire, la prescience. Quelque chose se préparait. Je pouvais le sentir dans la façon dont Emma évitait mon regard, dans la façon dont maman soupirait
chaque fois que j'abordais le sujet des factures, dans la façon dont la voix de papa baissait quand il demandait « As-tu vraiment besoin d'être ici à plein temps ?» Personne ne l'a dit, mais je les ai tous entendus de la même manière. Tu es sur le chemin. Tu es trop. Tu n'es pas désiré. Et j'ai donc attendu. Pas passivement. Non. J'ai aiguisé mon silence. J'ai rassemblé mes preuves. Je les ai laissés me sous-estimer. Je les ai laissés penser que j'étais douce, ou effrayée, ou trop loyale pour me battre, parce que je savais que le coup allait venir. Je ne savais juste pas que ça viendrait avec du poulet rôti et du vin rouge. Cela devait être juste un autre dîner. Poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail, cette salade vinaigrette au citron que maman faisait toujours quand elle voulait que les choses semblent normales. La table était mise pour 4. Emma a apporté du vin, une bouteille hors de prix qu'elle avait achetée en rentrant du yoga. Papa a découpé le poulet comme si c'était Thanksgiving. Et moi, je me suis assise en silence, les regardant prétendre que cette maison n'était pas construite sur les os de mon sacrifice. À mi-chemin du repas, Emma a pris une gorgée de vin, a posé son verre avec cette touche dramatique caractéristique, et m'a souri comme un chat qui a déjà avalé l'oiseau. « Tu as 3 jours pour quitter la maison », a-t-elle dit nonchalamment. Juste comme ça. 3 jours, sans discussion, sans contexte. Une phrase lâchée au milieu de la purée de pommes de terre et du silence. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé maman et papa, m'attendant, espérant une sorte de réaction. Rien. Maman a baissé les yeux sur son assiette. Papa a pris le sel. Aucun n'a dit un mot. J'ai cligné des yeux. « Excuse-moi », dis-je doucement, en essayant de ne pas laisser ma voix se briser. Emma a penché la tête, son ton mielleux. « Ce n'est pas personnel, Evie. Nous pensons simplement qu'il est temps que tu passes à autre chose. Tu es ici depuis longtemps. Ce n'est pas sain. »« Nous », ai-je répété. « Maman et papa sont d'accord », a-t-elle dit doucement, les regardant comme un avocat révélant ses co-signataires. Papa s'est raclé la gorge. « Il ne s'agit pas de la maison », a-t-il marmonné. « Il s'agit de paix d'harmonie. »« Paix », ai-je murmuré. « Vous pensez que c'est la paix. » Emma s'est penchée en avant, les coudes sur la table, comme si nous bavardions autour d'un café. « Je ne veux juste pas que nous continuions à marcher sur des œufs. Ton énergie, elle est lourde. » J'ai failli rire. Lourde. La fille qui n'avait pas payé une seule facture, qui était revenue, en se pavanant et en agissant comme une reine en exil, parlait maintenant d'énergie. J'ai posé ma fourchette lentement. Mes mains tremblaient, mais pas de peur de clarté. J'ai sorti le dossier épais de mon sac, celui que je n'avais pas touché depuis des mois, mais que je gardais toujours près de moi. Je l'ai ouvert, j'ai tourné à la première page, et je l'ai fait glisser sur la table vers Emma. L'acte de propriété à mon nom. Signé notarié déposé il y a 2 ans. Puis, je les ai regardés dans les yeux tous les 3. En fait, dis-je calmement, vous avez tous 24 heures. Le silence qui suivit fut comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, personne ne bougea. Emma regardait l'acte de propriété comme s'il était écrit dans une autre langue. Les yeux de maman s'y posèrent, puis sur moi grands ouverts, avec quelque chose entre l'incrédulité et la peur. Papa posa sa fourchette lentement comme pour empêcher la table de trembler. « Je ne comprends pas, » dit Emma la voix cassante. « Ce n'est pas réel. »« C'est très réel, » répondis-je, ma voix basse mais ferme. Signé notarié juridiquement contraignant. Daté d'il y a 18 mois le jour où j'ai remboursé intégralement le solde de l'hypothèque. Le visage de papa devint pâle. Je l'ai refinancé à mon nom, continuai-je en faisant glisser un autre papier sur la table. J'ai payé les privilèges, j'ai pris en charge l'assurance, j'ai payé la taxe foncière, j'ai réparé le toit qui fuyait l'électricité, la moisissure dans le sous-sol. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Non, probablement pas. Tu n'étais pas là. Emma se leva brusquement sa chaise, grinçant contre le sol, son expression tordue non plus suffisante, juste froide. Alors c'est de ça qu'il s'agit de contrôle. Non, dis-je. Il s'agit de respect, quelque chose que vous ne semblez penser que je mérite. Tu chasses ta famille, murmura finalement maman. Je récupère ce que j'ai construit, dis-je en me tournant vers elle. Ce que j'ai maintenu ensemble, quand tout le monde a disparu, ce pourquoi j'ai sacrifié mes 20 ans. Tu l'as laissé entrer et me déclarer squatteuse dans ma propre maison. Tu n'as rien dit. Nous ne savions pas, marmonna papa.
mais les mots tombèrent faiblement. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je lâché. C'était plus facile de prétendre que cet endroit se maintenait à flot tout seul, que j'étais juste une présence silencieuse en arrière-plan. Et bien surprise. Je suis la raison pour laquelle nous avons encore un toit. Emma rit un rire sec et amer. Mon Dieu, Evelyne, pas étonnant que personne ne veuille vivre avec toi. Tu es impossible. Tu agis comme une martyre, comme si la famille te devait un défilé. Je n'ai jamais demandé de défilé, dis-je en me levant. Mais je n'ai pas non plus demandé à être trahie pendant le dîner, comme si j'étais une étrangère qui avait abusé de son hospitalité. J'ai sorti la dernière page du dossier, une lettre imprimée de mon avocat, tamponnée et signée. Ceci est un avis formel d'expulsion. Vous avez 24 heures. Après cela, les forces de l'ordre interviendront. Tu n'oserais pas, cracha Emma. Je me suis tournée vers elle. C'est toi qui as osé en premier. Papa se leva aussi les mains tremblantes. Il doit y avoir un autre moyen, Evelyne. S'il te plaît. Il y en avait un, dis-je, ma voix se brisant malgré moi. C'était quand je vous ai demandé à tous les deux de signer l'acte et que vous avez dit oui. Quand vous m'avez dit que vous étiez fiers de la façon dont j'avais pris les choses en main. Quand j'ai passé 2 ans à nettoyer votre désordre sans jamais vous faire honte. C'était votre autre moyen. Vous avez choisi celui-ci à la place. Maman avait l'air de vouloir pleurer. « Evie, murmura-t-elle, tu n'es pas ce genre de personne. » Je la fixais. « Non, je ne l'étais pas. Mais vous m'avez rendu ainsi. Tu l'as laissé m'humilier à cette table et tu n'as rien dit. Tu m'as regardé me noyer dans les responsabilités et tu m'as qualifié de tendue. Et maintenant, tu veux faire semblant d'être surprise quand je dis enfin ça suffit. » Emma se dirigea vers moi. « Je ne pars pas, dit-elle. Je me fiche des papiers que tu apportes. C'est la maison de notre famille. J'ai grandi ici aussi. » Je reculai ma main, agrippant instinctivement le bord de la table. Oui, nous l'avons toutes les deux fait. Mais je suis la seule qui est restée quand c'était important. Et tu ne peux pas revenir et réécrire l'histoire juste parce que tu es plus bruyante. Elle ouvrit la bouche, mais je la coupai. Faites vos valises tous avant midi demain, ou je ferai en sorte que des officiers vous escortent. Le silence engloutit la pièce. Puis, lentement, Emma se retourna et monta les escaliers en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu sur le parquet. Papa s'assit lourdement, enfouissant son visage dans ses mains. Maman me regarda, et pour la première fois, je pense qu'elle m'a vraiment vue. Mais je n'ai pas attendu la compréhension. J'ai quitté la table, je suis allée dans ma chambre, et j'ai fermé la porte avec des mains tremblantes. Dehors, la maison craquait. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade. Je venais de déclarer la guerre aux seules personnes qu'il me restait. Mais pour une fois, je n'avais pas peur. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Pas plus silencieuse, elle avait toujours été silencieuse, de cette manière étouffante et polie, mais creuse, comme si quelque chose s'était fissuré dans les fondations et avait laissé s'échapper toute la chaleur pendant la nuit. Je n'ai pas dormi, je suis restée allongée dans mon lit, écoutant les craquements du parquet, la fermeture occasionnelle d'un tiroir, les voix étouffées dans le couloir. Ils faisaient leurs valises. À 8h13, j'ai entendu le léger clic de la porte d'entrée s'ouvrir et la voix d'Emma fendre l'air comme du verre brisé. « Apporte juste le camion. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai juste besoin que tu sois rapide. » Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas sortie pour jubiler. Je n'ai pas offert mon aide. Je me suis juste assise au bord du lit, les mains jointes sur mes genoux, attendant le prochain son. Des pas dans les escaliers, un bruit sourd, une valise traînée sur le parquet. Puis de nouveau le silence. À 10h07, j'ai ouvert la porte pour prendre un café. Le couloir était vide, mais l'air était chargé comme après un coup de foudre. J'ai croisé papa dans le salon. Il était assis dans son vieux fauteuil inclinable, fixant l'écran de télévision vide, tenant la télécommande, mais n'appuyant sur rien. Il n'a pas levé les yeux, n'a pas parlé. Il m'a juste laissé passer comme si j'étais un fantôme. Maman était dans la cuisine, emballant des assiettes dans une boîte marquée « Fragile ». Elle s'est arrêtée quand elle m'a vue. « Ton père ne sait pas encore où nous irons », a-t-elle dit doucement sans me regarder dans les yeux. Emma a offert son appartement pour un moment. Ce sera à l'étroit. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête une fois et j'ai pris la bouilloire. Elle ne voulait pas, commença-t-elle. Si elle le voulait, l'ai-je interrompu. Et tu l'as laissé faire. Les épaules de maman se sont affaissées. Elle n'a pas discuté, n'a pas pleuré,
a juste pris l'assiette suivante et l'a enveloppée dans du papier journal. À 11h40, la porte d'entrée s'est ouverte et fermée 3 fois en une succession silencieuse. Une fois pour Emma, une fois pour maman, une fois pour papa. Pas d'adieu, pas de dernier mot. Seulement le son du départ et le vent contre les fenêtres. À 12h03, j'ai fermé la porte à clé. J'ai tourné le verrou lentement, j'ai senti le déclic. C'était fait. Pas de cris, pas de bagarre physique, juste une fracture profonde et nette. Le genre qui ne saigne pas à l'extérieur, mais ne guérit jamais complètement. J'ai fait le tour de la maison pièce par pièce. Leurs affaires avaient disparu. Leur présence non. Je pouvais encore sentir l'eau de Cologne de papa dans le couloir. Je voyais encore les gants de jardinage de maman sur le rebord de la fenêtre. Je sentais encore le parfum d'Emma persister dans la chambre d'amis, celle qu'elle avait prise comme un trône. Je n'ai rien touché. Pas encore. Je me suis juste tenue au centre du salon, l'espace que nous appelions autrefois famille. Et j'ai laissé le silence s'installer comme de la poussière. Pour la première fois depuis des années, la maison était à moi. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à des séquelles. Le premier matin sans eux fut étrangement silencieux. Pas de bruit de pas, pas de tintement de tasse, pas de chuchotement derrière les portes, juste le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement occasionnel du vieux bois et le battement régulier de ma propre respiration. J'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre. Pour une fois, personne n'avait réclamé la meilleure place. La maison semblait à la fois étrangère et familière, comme porter une robe que je n'avais pas essayée depuis des années. J'ai commencé petit. J'ai vidé la chambre principale, celle qu'Emma avait prise comme si elle lui était due. J'ai ouvert les fenêtres, en grand, j'ai laissé sortir l'air vicié. J'ai repeint les murs d'un gris doux, j'ai enlevé les rideaux à fleurs que maman insistait pour garder par tradition, j'ai accroché une seule photographie. Moi debout sur un sentier de montagne dans le Montana, les bras étendus seule et souriante. Ensuite, je suis passée au couloir. J'ai décroché les vieux portraits de famille, non pas pour effacer le passé, mais pour l'empêcher de planer sur mon présent. Je les ai soigneusement emballés, j'ai étiqueté le conteneur « Souvenir, pas hôtel ». Vint ensuite le jardin. J'ai arraché les rosiers mourants de maman, ceux qu'elle ne soignait jamais, mais qu'elle insistait pour que nous gardions parce qu'ils étaient les préférés de papa. J'ai planté de la lavande et du romarin à la place. Des choses qui ne se contentaient pas de survivre, elles prospéraient avec de l'espace et du soleil. Chaque tâche est devenue un rituel. Non pas de deuil de réappropriation. J'ai réparé l'escalier qui craquait, celui dont Emma se plaignait toujours. J'ai remplacé l'ampoule du grenier. J'ai transformé la chambre d'amis autrefois, mon espace de travail, puis sa suite privée, en un véritable bureau, avec un bureau debout et la lumière du soleil entrant à l'heure dorée. Et lentement, la maison a commencé à respirer avec moi. Elle a cessé de se sentir hantée, a cessé de résonner de « et si », et a presque commencé à ressembler à un lieu construit pour le présent, pas pour les fantômes des personnes qui sont parties. J'ai travaillé, j'ai dormi, j'ai cuisiné des repas juste pour moi. J'ai mis de la musique à tue-tête, j'ai dansé pieds nus dans le couloir, j'ai ri un rire franc et entier quand j'ai renversé du café sur un tapis et que je n'ai pas eu à m'en excuser. Pour la première fois, je n'attendais pas d'être vue. Je ne m'ajustais pas pour être plus facile, plus silencieuse, plus pratique. J'étais seule, mais je ne me sentais pas seule, car tout ce qui m'entourait, les murs, les étagères, le carrelage ébréché que je n'avais pas encore remplacé, n'étaient pas seulement à moi sur le papier. Ils étaient à moi en présence, en effort, en intention. Et c'était suffisant. C'est arrivé un mardi. Une enveloppe blanche unie glissée entre les factures et les coupons. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture instantanément. Bouclée, soignée cursive. La même que maman utilisait quand elle étiquetait nos dossiers scolaires ou écrivait des cartes d'anniversaire avec des smileys dans les coins. Je suis restée près de la boîte aux lettres, pendant un long moment, la tenant simplement. Une partie de moi ne voulait pas l'ouvrir, non par peur, mais par désintérêt, comme relire un livre que j'avais déjà fermé. Mais je l'ai fait. La lettre faisait 2 pages. Propre. Pas de rature. Pas d'excuses. Elle disait qu'elle me pardonnait. Me pardonnait comme si j'étais celle qui les avait trahis.
comme si défendre ma maison, mes limites, ma valeur, était quelque chose de honteux qui avait besoin d'absolution. Elle a écrit qu'elle espérait qu'un jour, je retrouverais la raison qu'Emma faisait de son mieux et qu'il se débrouillait dans l'appartement en ville, même s'il était exigu et moins qu'idéal. Elle a terminé par « Nous t'aimons toujours, Evelyne, même si nous ne te comprenons plus ». Je l'ai lu une fois, puis je l'ai plié lentement avec précision et je l'ai jeté dans la poubelle à côté du recyclage. Non par colère, non comme un geste dramatique, simplement parce que je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin d'un amour enveloppé de conditions. Je n'avais pas besoin d'être comprise par des gens qui ne se sont jamais donné la peine d'essayer. Pendant si longtemps, j'avais mendié des miettes validation, gentillesse, reconnaissance. Maintenant, j'étais comblée. Le silence qui a suivi leur absence n'était plus solitaire, c'était de la clarté. La maison ne résonnait plus comme avant. Elle me tenait pas parfaitement, pas doucement, mais honnêtement. J'ai versé du thé, je me suis assise près de la fenêtre, et j'ai regardé la lumière de l'après-midi se répandre sur les nouvelles plantes de lavande. Et j'ai souri. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'un point final. Elles ont juste besoin d'une porte et de la force de la fermer.